Madame, Monsieur, bonsoir. Sur cette intervention-là, je souhaiterais aborder un sujet qui n'a strictement rien à voir avec les deux précédents sujets que j'ai traités et qui concernait certaines positions prises par des personnes, encore une fois, que je respecte énormément et que j'estime, des personnes aujourd'hui qui portent des idées grandes, des idées que je ne dirais pas révolutionnaires, mais des idées qui devrait normalement s'inscrire dans la continuité naturelle des choses et qui malheureusement restent simplement à l'état de vague espoir, au détriment ou plutôt en faveur d'autres idées qui se sont enracinées dans la société et dont profitent certains groupuscules pour pouvoir assouvir leur intérêt personnel. Bien sûr, quand je parle de ces personnes, je parle principalement d'Alain Soral, de Dieudonné Mbalambala, qui aujourd'hui sont pour moi les leaders de l'antisystème. Le terme est peut-être un peu vulgaire, antisystème, mais effectivement c'est le terme qui décrit le mieux la situation actuelle aujourd'hui, parce qu'il est clair que nous vivons dans un monde dominé par un courant qui a tendance à être de plus en plus envahissant et qui à un certain moment risque tout simplement de devenir le courant unique. Et ce courant bien sûr est représenté et mené par disons des groupuscules qui préfèrent rester dans l'anonymat et jouer de leur levier de pouvoir avec un certain nombre d'outils que les personnes initiées pourront facilement détecter dans l'actualité. Toujours est-il que ce soir, je ne parlerai pas politique française, parce qu'il s'agit bien d'un sujet de politique française. Je traiterai d'un sujet qui est beaucoup plus transcendantal. Je traiterai d'un sujet qui est conceptuel et certains de mes auditeurs me verront peut-être passer du coq à l'âne. Il s'agit d'un sujet relevant de la philosophie ou plus précisément de la philosophie transcendantale, connue communément sous le nom de métaphysique. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que la métaphysique, je vous fais une brève définition de la chose. La métaphysique n'est ni plus ni moins que la tentative de l'esprit de répondre à la question du pourquoi, dans la question existentielle qui a été formulée par Leibniz, je pense au XVIIIe ou au XIXe siècle, et qui se formule ainsi: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les choses sont-elles ainsi plutôt qu'autrement? Et l'humanité est aujourd'hui elle est réduite tout simplement à répondre à travers notamment la science, qui est la plus belle conquête de l'humanité, seulement au comment. C'est-à-dire, je cite, comment les choses sont et comment les choses évoluent dans la dimension temporelle. Et c'est seulement à cette question que la science aujourd'hui est capable de répondre. Bien que la frontière entre la science et la spéculation purement philosophique soit à un certain niveau de la connaissance scientifique vraiment très fine. Aujourd'hui, la théorie de la mécanique quantique, en l'occurrence la physique des particules, qui commence à introduire petit à petit la notion de superposition des états, qui commence à parler de dualité onde-particule par exemple, ou bien de dualité d'entité, une entité unique qui serait en réalité par exemple duelle, c'est-à-dire qu'elle existerait dans deux réalités qui sont parallèles, qui ne se croisent pas. La mécanique quantique nous parle également du flou quantique, cette impossibilité de mesurer certaines caractéristiques comportementales ou bien naturelles des particules. Pour ne citer qu'un exemple, une particule donnée, normalement un proton par exemple, lorsqu'on prend un proton et qu'on tente de connaître la vitesse de déplacement de ce proton, on est condamné à ne pas connaître sa position. A l'inverse, lorsqu'on tente de connaître la position de ce proton, sa vitesse devient une donnée qui devient inaccessible. Donc là, on a deux états qui normalement devraient en même temps pouvoir caractériser un objet quelconque, je pense notamment à un objet macroscopique, deviennent deux états qui s'excluent mutuellement, en fait, qui sont incompatibles les uns avec les autres d'un point de vue de l'observation. Troisième élément fondamental que introduit la mécanique quantique, et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle je crois fondamentalement que l'être humain n'arrivera jamais à expliquer dans sa totalité l'univers, c'est que la mécanique quantique nous introduit à la notion de conscience, au concept de conscience, la conscience humaine, ou la conscience avec un grand C, et du rôle que cette conscience, matérialisée à travers l'observateur, joue dans le comportement à l'échelle microscopique et nanométrique.
Et lorsque la conscience entre dans les équations, est-ce que les équations suffisent à décrire le phénomène qu'on essaie de comprendre? Tout ceci m'amène à introduire une hypothèse métaphysique que j'ai mûrie aux alentours de 2010-2011 et sur laquelle j'ai rédigé un traité philosophique qui est pour l'instant sous bonne garde, mais qui probablement sera publié dans les prochaines années. Pourquoi pas? Bien sûr, publié et réservé à une élite. Il est clair que déjà, d'une part, les personnes qui écouteront cet enregistrement jusqu'au bout sont rares. D'autre part, les personnes qui s'intéressent à la philosophie et qui seraient susceptibles de consulter mon traité sont rares également, parce que peu de personnes aiment s'instruire. La plupart des gens préfèrent se divertir. La plupart des gens préfèrent se livrer au plaisir donné par les émotions sans réfléchir, plutôt que le plaisir donné par la connaissance, et qui est un plaisir beaucoup plus proche, disons, de la divinisation, de la divinité, et de ce que finalement nous devons essayer tous d'atteindre. Donc là, c'est l'ultime combat entre l'animal qui est en chacun de nous, et l'être supérieur, transcendant, qui a également en chacun de nous. C'est un combat qui est malheureusement très souvent gagné par l'animal. Dans très peu d'univers intérieurs, ce combat est remporté par la raison. Ceux pour lesquels c'est le cas, ce sont ceux aujourd'hui qui ont marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. L'hypothèse métaphysique que que je souhaite introduire et que j'espère être claire est une hypothèse qui a été exposée très clairement et en détail avec tous les éléments indispensables à toute hypothèse, qu'elle soit métaphysique ou pas, dans le traité de philosophie que j'ai rédigé et que je m'apprête à publier. Donc sur cet enregistrement, je ne ferai qu'une explication, vraiment, je ne survolerai cette hypothèse métaphysique que de très haut. Pour les personnes normalement qui ont une acuité intellectuelle suffisante, elles n'auront guère besoin de plus pour pouvoir se représenter leur propre conception de cette hypothèse. Cette hypothèse, alors excusez-moi, j'utilise beaucoup le terme hypothèse, mais c'en est une, peut prendre également la forme, ou plutôt peut être interprétée comme une théorie. L'intitulé exact de l'hypothèse, c'est la théorie de l'information. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est une théorie de l'information et que c'est une hypothèse fondamentalement métaphysique tentant de construire un univers cohérent dans lequel un monde semblable au nôtre pourrait apparaître. Donc voilà l'objectif finalement de la théorie de l'information. Pourquoi est-ce que la théorie de l'information a été rédigée? Je cite: la théorie de l'information a été pensée et conçue dans l'objectif de construire un univers dont les caractéristiques et dont les comportements seraient susceptibles de permettre l'émergence d'un monde semblable au nôtre, tel que nous pouvons le percevoir. C'est la citation officielle qui se trouve dans le préambule du traité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette théorie de l'information n'a aucunement comme prétention d'expliquer le monde réellement, parce que, étant donné d'abord dans un premier temps qu'elle est une théorie de la métaphysique, elle est empiriquement invérifiable, elle ne se soumet pas à l'expérience, et donc scientifiquement parlant, elle est systématiquement rejetée. Mais également, elle n'a pas la prétention d'expliquer le monde dans lequel nous vivons tel qu'il est, tout simplement parce qu'il y a une infinité d'univers dans lesquels un monde semblable à celui-ci peut exister. Dans cette théorie, nous allons introduire la notion de comparaison, la notion de référentiel, la notion de superposition des états également, le rôle et les caractéristiques de la conscience, et nous allons de fil en aiguille finalement atterrir sur l'espèce humaine, ce qui fait d'elle une spécificité dans le règne animal. Pourquoi est-ce que l'espèce humaine se comporte plutôt comme ça, alors qu'elle aurait pu se comporter autrement? Nous allons comprendre en fait que nous allons partir d'une hypothèse métaphysique, mais que de fil en aiguille, nous allons atterrir sur des objets de considération très très concrets. Comme quoi finalement tout est lié dans ce monde. Cette théorie de l'information admet un certain nombre d'hypothèses fondamentales.
Cette théorie de l'information est née de constats qui sont purement conceptuels et que chacun de nous peut comprendre très facilement. Ces constats sont de l'ordre du destin. La théorie de l'information est partie sur une formulation initiale du concept de destin et sur le problème de l'espace, de l'énergie et de la matière. Ce problème de l'espace, de l'énergie et de la matière, ou bien de l'espace, du temps et de la matière, est un problème que nous allons également exposer. Donc, l'hypothèse, ou plutôt la théorie de l'information, part de deux postulats fondamentaux. Le premier sur le destin et le second sur le problème de l'ETM, ou bien l'espace-temps et matière. Voilà. Premier postulat, le postulat sur le destin. La théorie de l'information considère fondamentalement que le destin n'est pas une considération spirituelle, mais une donnée empirique vérifiable. Et c'est bien parce que ce postulat est purement vérifiable dans la réalité que la théorie de l'information considère que ce postulat est vrai et qu'il est logiquement et conceptuellement valable pour pouvoir construire une théorie en partant de ce postulat. Il se formule comme suit. Étant donné les caractéristiques de l'écoulement du temps, notamment le fait qu'il ne s'écoule sur qu'une seule dimension, le temps peut donc conceptuellement et est conceptuellement représenté par une droite. Nous savons qu'une succession d'instants dans le temps peut être également représentée sur cette droite comme une succession de points. Sur cette droite du temps, qui est utilisée dans la plupart des sciences utilisant les mathématiques, part d'un instant t égale 0, devant lequel se trouve l'avenir et derrière lequel se trouve le passé. Le point t0 étant dynamique sur la droite, son déplacement équivaut au déplacement du temps, ou plutôt au déplacement à l'avancée du temps, et à chaque fois que ce point t0 atteint un point x, nous sommes dans l'instant x plus 1, nous sommes dans l'instant x plus 1. Voilà, vous comprendrez également que par les sciences infinitésimales, les instants sont infinitésimalement proches, mais également extraordinairement éloignés les uns des autres. Deux instants peuvent se trouver l'un après l'autre, ou bien très loin sur la droite l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est simplement la définition du temps tel qu'il est admis par tout le monde, et tel qu'il est admis par la physique et par les mathématiques. Mais si l'on se penche un petit peu plus sur cette notion d'instants successifs, ou de points successifs sur la droite, nous comprenons malgré nous qu'il y a une similitude très forte entre la succession des instants et la succession des points. En effet, l'un comme l'autre ne peuvent pas être adjacents l'un à l'autre sans se superposer l'un à l'autre. En effet, étant donné que le point n'a aucune dimension, il n'a ni côté droit, ni côté gauche, ni épaisseur, ni quantité. De ce fait, la seule manière qu'il puisse toucher un autre point comme lui, c'est de se superposer à lui. Parce qu'il n'occupe en fait aucune zone d'espace, bien qu'il soit là. Donc deux points qui se touchent dans cette vue, ce sont deux points qui sont superposés. Mais la question qui se pose naturellement, c'est que si les points ne peuvent se toucher sans se superposer, qu'est-ce qui fait que l'on voit une droite ? Ça, c'est ce à quoi répond le problème ETM. Mais restons dans notre problème du destin. Nous savons que le futur est à venir et que le passé est passé, et nous savons qu'à un moment, l'avenir se transformera en passé. Dans ce cas, nous pouvons dire que le futur n'est que le prochain passé. Par cette déclaration, nous attribuons donc au futur les caractéristiques et les propriétés du passé, notamment le fait qu'il est figé et qu'il est impossible réellement et empiriquement d'y revenir et de le modifier. Donc nous disons, par syllogisme tout à fait basique, que étant donné que le futur n'est que le prochain passé et que le passé ne change pas, logiquement donc le futur ne change pas. Voilà un syllogisme bête qui met en évidence de façon implacable la réalité du destin. Bien sûr, les esprits perspicaces me demanderont pourquoi est-ce que nous avons cette illusion, parce que c'en est une, de pouvoir agir sur notre destinée,
C'est naturellement un mécanisme défensif du cerveau, lui permettant de toujours avoir l'illusion de conserver le pouvoir et de maîtriser son environnement, et donc de raviver son sentiment de sécurité vital pour pouvoir s'épanouir. Ce sont des mécanismes naturels de défense du cerveau pour pouvoir maintenir son équilibre. Mais ça, j'y reviendrai peut-être beaucoup plus tard dans l'intervention. Continuons donc sur cette logique, étant donné que le futur n'est que le prochain passé, le passé ne change donc pas, le futur ne change pas. Nous allons vous proposer à travers le problème ETM une autre manière d'aborder le sujet, mais de prouver d'une manière différente que effectivement le destin s'impose comme une vérité. Le problème ETM, qui se base sur le problème de la droite que je viens de décrire, nous dit que les événements sont répartis successivement dans le temps, tout comme des valeurs peuvent être réparties successivement sur la droite du temps, donc plutôt la modélisation du temps par la droite, et que nous savons que deux points ne peuvent être adjacents l'un à l'autre sans se superposer. Comment cela se fait-il que la droite s'étend devant nous? Eh bien tout simplement, nous pouvons dire que c'est également une illusion du cerveau. Le cerveau va créer le temps pour pouvoir ordonner l'information et pour pouvoir toujours avoir l'illusion du contrôle et donc raviver son sentiment de sécurité. Le temps a également beaucoup d'autres rôles, surtout dans la physique et dans la métaphysique, et il ne se réduit pas tout simplement à une comptine pour consoler le cerveau humain. Donc nous pouvons dire qu'en réalité, étant donné que ce raisonnement ne peut pas être abordé autrement, parce que ce serait tout simplement remettre en cause le fait que deux points peuvent se coller l'un à l'autre sans se superposer, ce serait absurde. Nous pouvons dire que l'étendue de la dimension ou l'étendue de la droite dans la dimension n'est en réalité qu'une illusion, est une image fabriquée par le cerveau et livrée ou plutôt servie à la conscience pour qu'elle puisse l'interpréter. Nous pouvons dire donc que, étant donné que les objets constituant notre environnement sont composés de matière et que cette matière a besoin d'espace-temps pour pouvoir se dilater et s'étendre, et que l'espace et le temps sont des dimensions parfaitement modélisables dans elles-mêmes par des droites, nous pouvons donc dire que la matière dépend du tissu spatio-temporel. Et étant donné ses propriétés logico-mathématiques, l'étendue et la dilatation, plutôt le déploiement du continuum spatio-temporel, est une illusion fabriquée par le référentiel. Là, je commence doucement à introduire les termes conceptuels, les termes techniques. Nous avons donc un espace et un temps qui se dilatent de façon, plutôt qui se déploient de façon illusoire. Nous en déduisons donc que la dilatation du temps, ou le déploiement du temps et de l'espace sont une fabrication du cerveau. Nous pouvons donc dire également que la matière est également une fabrication du cerveau. Essayer de comprendre la matière dans son plus petit détail à l'infinitésimal, c'est en quelque sorte essayer de comprendre le cerveau lui-même, parce que le cerveau étant l'interprète de l'espace-temps et de la matière, le cerveau est l'espace-temps et la matière. Voilà pourquoi la conscience joue un rôle fondamental dans la mécanique quantique et que celle-ci restera à jamais une simple cuisine pour dépanner, tant qu'un génie ne parviendra pas à mettre en équation la conscience. Dans la théorie de l'information, la conscience est appelée référentiel éveillé. Simplement. Nous verrons plus tard qu'en réalité, la théorie de l'information admet, toujours pour des raisons logiques, que la conscience est en réalité unique et qu'elle s'incarne à travers les interfaces. Voilà, les interfaces. Nous parlons d'interface de conscience. Dans la théorie de l'information, nous ne parlons pas de conscience, nous parlons d'interface de conscience. C'est exactement la même conscience qui s'exprime différemment dans plusieurs interfaces. La théorie de l'information admet également que ce qui sont communément considérés comme des objets inertes sont également animés de conscience, simplement d'un niveau inférieur. Nous allons également définir exactement comment la théorie de l'information considère la conscience et qu'est-ce que la conscience pour la théorie de l'information. Nous pouvons donc dire que le problème de l'espace, du temps et de la matière nous met face à une réalité, c'est-à-dire que l'environnement qui nous entoure n'est qu'une pure interprétation de notre cerveau. Effectivement, c'est une position un peu radicale, parce que nous pouvons considérer que la théorie de l'information est une théorie relevant du nihilisme idéaliste, déterministe.
C'est la classification technico-philosophique de la théorie de l'information. Il s'agit d'une théorie nihiliste, idéaliste et déterministe. Donc, effectivement, si les événements sont successivement répartis sur cette fameuse droite, et qu'en réalité l'étendue de la droite est illusoire, parce qu'en réalité cette droite n'est ni plus ni moins qu'un point sans dimension, les événements se superposent donc sur ce point également. Nous pouvons donc considérer que ces événements se déroulent de façon instantanée, et étant donné qu'ils se déroulent de façon instantanée, ils ont été créés au même moment, disparaissent au même moment, en un unique moment. Ce qui sera donc l'avenir et ce qui sera le passé, sur ce point de vue, c'est exactement la même chose, parce qu'ils sont superposés et se produisent en un même temps, le même instant. Leur déploiement dans la droite du temps est également illusoire, et leur inaccessibilité à notre interface en termes d'information nous permet de spéculer sur plusieurs hypothèses de cheminement antiréactionnel. Le cheminement antiréactionnel sera également défini plus tard. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul cheminement qui se réalise. Ce cheminement, dès qu'il passe dans le passé, devient figé et ne peut pas changer. Et dans le futur, donc, qui ne sera que prochain passé, il est également figé. Mais c'est notre incompétence à avoir tous les éléments d'information et à les analyser qui nous empêche de prévoir avec exactitude l'évolution de l'univers. Il s'agit effectivement d'une position laplacienne, je le concède, mais nous allons effectivement comprendre que la théorie de l'information n'est pas déterministe sur le plan laplacien. Elle n'est pas déterministe par causalité, elle est tout simplement déterministe par constat. Et c'est ce qui fait la force de la seconde hypothèse du problème de l'espace-temps, c'est qu'en réalité la théorie de l'information ne se base pas sur des considérations logico-déductives, sur des phénoménologies causales, mais elle se base plutôt sur simplement l'observation empirique, sans interprétation. Elle constate une propriété du temps, qui est que le futur n'est que le prochain passé. Elle en déduit donc logiquement que le futur ne change pas. Il s'agit simplement de l'observation de la phénoménologie. Parce que si on considère que si on parle d'un déterminisme causal, cela effectivement fait intervenir des calculs, des prévisions dans l'avenir. Il faut donc avoir tout simplement tous les éléments présents en tête pour pouvoir déterminer l'avenir. Écoutez, moi je ne suis ni contre ni pour cette hypothèse. Peut-être que Laplace avait raison, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, le déterminisme dont je parle, moi, n'a strictement rien à voir avec Laplace. Et il s'agit d'un déterminisme par constat qui se proclame par lui-même et par la logique. Voilà, il s'agissait simplement d'une petite introduction, élément d'introduction à ce que je considère être comme la théorie de l'information, une théorie, ou plutôt une vue métaphysique, qui a pour, comme je vous l'ai dit au début, un certain nombre quand même de standards qu'elle doit respecter. Nous allons entrer dans le détail de ce qu'est la théorie de l'information bien plus tard dans mes autres interventions. Je n'ai pas envie de vous pomper l'air. Ça fait déjà 23 minutes que je présente. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées par la philosophie et par la métaphysique, écoutez, faites-le moi savoir en commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent dans ce monde. Pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir dans une prochaine intervention qui s'intéressera à des éléments un petit peu plus poussés qui concernent la théorie de l'information et que j'espère être tout aussi intéressant que mes précédentes interventions, si toutefois vous les considérez intéressantes. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée si c'est le soir et une excellente fin de journée si c'est le matin. Au revoir.